Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Frédéric Saillot, bonjour Eurasie Express, une agence qui promet. Merci Bassam Tahan. Donc nous allons aborder aujourd'hui le sujet du moment, ces tragiques attentats qui se sont succédés entre le 7 et le 9 janvier. Permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Hier soir, 13 janvier, l'on a entendu à la télévision une déclaration d'Alain Bauer, que tout le monde connaît bien, ancien grand maître du Grand Orient de France, spécialiste S-sécurité et conseiller des différents gouvernements Sarkozy et Hollande. Donc Alain Bauer a déclaré de façon surprenante, puisque jusqu'à présent on pensait que les frères Kouachi étaient les maîtres d'œuvre de ces attentats, il a déclaré que le chef du commando, c'est-à-dire ce commando réunissant a priori les trois acteurs majeurs, les deux frères Kouachi et Hamadi Koulibaly, Alain Bauer a déclaré que Hamadi Koulibaly, qui apparaissait un peu comme un second couteau, est en fait le chef de ce commando. Que vous inspire cette déclaration? Avant de répondre à la question précise, est-ce qu'il était le chef ou pas le chef, ce qui m'intéresse dans la pensée d'Alain Bauer, c'est ce qu'il a déclaré ailleurs sur sa philosophie de la lutte contre le terrorisme. Et ce qui est intéressant dans les idées qu'il a avancées, c'est qu'en fait, il faudrait mettre en relation les gens du terrain, c'est-à-dire les policiers, les renseignements, avec les chercheurs, les intellos et ceux qui s'intéressent aux problèmes théoriques de l'islam, du terrorisme. Et c'est de cette union entre ceux qui travaillent sur le terrain et ceux qui réfléchissent, c'est dans la conception de la lutte antiterroriste qu'on peut obtenir les meilleurs résultats. Alors là, je lui dis bravo et amen. À mon sens, ce qui manque justement dans nos structures de renseignement, c'est cette hiatus qui existe entre les deux. Il n'y a pas de lien. Donc, je dirais que les hommes de terrain n'ont pas vraiment un horizon assez large pour voir le problème dans son ensemble. Et c'est là où l'avis d'Alain Bauer, pour moi, est très important. Maintenant, comment expliquer ce qu'il a dit? Peut-être qu'il dispose de renseignements que je n'ai pas, mais à la lumière de ce qui s'est passé, il peut avoir été, ce Koulibaly, il peut avoir assumé un rôle important. Dans quelle mesure? Parce que ce n'est pas la même génération de cellules dormantes. Vous voyez, les Kouachi, c'est des gens de plus en plus qu'on connaît, on connaît leur parcours. On est sûr, par exemple, que Saïd Kouachi a rencontré Omar Farouk Abdelmoutaleb au Yémen, et cela en au moins 2009. Et que les deux ont écouté sans doute Awlaki, ce Yéménite américain qui a été assassiné par un drone après plusieurs essais de le liquider et qui ont échoué, et où il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. Donc, la cellule de Kouachi est plus ancienne. Les frères Kouachi appartiennent à la guerre d'Irak. Et leur lien avec le Yémen est attesté, puisque ce Farouk Abdelmoutaleb, qui est responsable de cet attentat raté d'avion de Detroit, et a été avec Kouachi, ils ont habité ensemble à Sanaa, la capitale du Yémen. On a un témoignage sûr et certain d'un journaliste yéménite qui s'appelle Al-Kapsi. En plus,
Saïd Kouachi, à l'époque, fréquentait une école d'arabe qu'on appelle le centre du Moyen-Orient, où, soi-disant, il apprenait l'arabe. On se demande, Saïd Kouachi, il parle arabe. Donc, est-ce qu'il faisait de l'arabe littéral? Peut-être, mais dans les témoignages, on se rendait compte qu'il était beaucoup plus là pour contacter des djihadistes venus du monde entier, d'autres étudiants au Yémen, que pour apprendre l'arabe. Donc, ça c'est pour ce qui est de la génération de Kouachi. Maintenant, pour Koulibaly, c'est une génération plus jeune, qui ne s'attache pas au Yémen, mais qui se rattache à l'État islamique du Levant. Et alors là, il est fort possible que, vu que c'est beaucoup plus actif en ce moment, Daesh, que Al-Qaïda au Yémen, ce soit Koulibaly qui ait eu l'idée et qui ait commandé. Un autre argument en faveur de cette explication, c'est le nombre d'armes qu'on a trouvées dans l'appartement de Koulibaly, alors que les Kouachi n'étaient pas si bien armés que ça. Hein, ils avaient un lance-roquette, 2 Kalachnikov, une grenade, quelques explosifs peut-être, mais l'arsenal qu'on a trouvé sur Koulibaly témoigne d'une cellule dormante qui s'est activée et qui était en relation avec l'État islamique, c'est-à-dire la guerre de Syrie qui est plus proche de nous. En plus, la femme de Koulibaly, maintenant on est sûr, Boumedienne, Hayat Boumedienne, est en Syrie, selon les renseignements turcs d'une part, et puis on a découvert 2 autres personnes, un Bulgare qui était en relation et une autre personne aussi qui était en relation avec Hayat. Alors à propos de Hayat Boumedienne, il faut rappeler qu'il y aurait peut-être un réseau féminin. Ce réseau féminin s'explique par les écoles féminines qui existaient en Syrie avant le printemps arabe et où des Hollandaises, des Belges, des Françaises allaient, parfois des Américaines, allaient à Damas dans une école de jeunes filles musulmanes pour recevoir justement une autre éducation que celle proposée par la République. Et ça, on en est certain. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien entre Hayat Boumedienne et les élèves de ces écoles? Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait une à Damas qui fonctionnait très bien. Donc, il faudrait voir. Alors, ça ne m'étonne pas. Peut-être que Alain Bauer a d'autres renseignements. Il est mieux placé que moi pour le savoir. Vous voyez? Mais moi, par, si vous voulez, déduction, ça ne m'étonne pas que Koulibaly ait un rôle plus actif. Maintenant, à dire que c'est le chef, c'est l'organisateur, je ne dirais pas ça. C'est un concours de circonstances, ils se sont connus, c'est une cellule des frères Kouachi qui était antérieure et qui s'est entendue avec Koulibaly. Donc on a là, ce qui est important au niveau terrorisme, la jonction d'une cellule yéménite d'Al-Qaïda avec une cellule qui ne s'entend pas sur le terrain, qui est celle de Daesh. Parce que Daesh, comme il faut le rappeler, Daesh en proclamant un calife, s'est carrément séparé d'Al-Qaïda. Parce que Zawahiri, en aucun cas, Zawahiri, je rappelle, est le chef d'Al-Qaïda dans le monde entier, ne peut admettre l'autorité religieuse du nouveau calife, qui était en quelque sorte son élève. Voyez-vous? En effet, Nasser el-Ouaichi, je ne sais pas si je prononce bien, le fondateur d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. L'Aoulaqi. Non, on parle de Aoulaqi, le yéménite. Vous parlez de l'américano-yéménite. Non, je parle pas d'Al-Waki, qui est en effet cet imam américain qui a en plus prêché à Washington et qui était en contact avec une partie des terroristes des attentats du 11 septembre. Et peut-être que Koulibaly a pu le rencontrer. Kouachi a pu le rencontrer au Yémen. Hein?
Il a pu rencontrer Awlaki. Tout à fait. Non, non, je citais le fondateur de Al-Qaïda à la péninsule arabique, qui est Nasser El-Ouaichi, qui a en effet contesté l'autoproclamation d'Al-Baghdadi comme étant le nouveau calife. Mais je voudrais revenir sur les liens entre Koulibaly, État islamique, et les Kouachi, Al-Qaïda, en péninsule arabique. Ces trois personnages se sont rencontrés dès le début des années 2000 dans le cadre de cette célèbre, maintenant, filière des buts de Chaumont, dans laquelle ils ont rencontré Boubaker al-Hakim, qui est un terroriste tunisien qui a trempé dans les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi, ces deux dirigeants de la gauche tunisienne. Donc, par l'intermédiaire de Boubaker al-Hakim, la cellule des buts de Chaumont, et notamment Saïd Chouaki, Chérif Chouaki, donc le plus jeune mais présenté comme le plus actif, et Hamadi Koulibaly, ont rejoint à la sortie de prison de Koulibaly et de Boubaker al-Hakim, ils ont rejoint les réseaux irakiens d'Al-Qaïda en Irak, et ils ont accompagné Al-Qaïda en Irak vers l'État islamique. Donc il semblerait que les liens soient plus ténus qu'on ne le pense. Vous voyez, ça c'est un cas classique. C'est-à-dire que quand vous avez une pépinière, le but de Chaumont c'était une pépinière de gens susceptibles de rejoindre les grands réseaux terroristes au Proche-Orient. Alors, effectivement, là, si on a la preuve sûre et certaine que tout ce monde-là, à un moment donné, s'est rencontré au but de Chaumont, ça confirme que toute pépinière en France ou ailleurs, un jour, va s'éclater, se reformer, se décomposer. Et ce qu'il y a à craindre, c'est qu'il y ait d'autres pépinières que Butte Chaumont aujourd'hui et qu'on ignore. Vous voyez, par exemple, quand on apprend que près de 1221 djihadistes français, peut-être plus, 1500, sont en Syrie, il faut ajouter les liens de ces gens-là, les attaches qu'ils ont dans leur milieu familial, sociétal, et on peut se rendre compte que le nombre de djihadistes français est beaucoup plus important que ces 1000 personnes, voyez-vous. Donc, ce qui est intéressant de cette étude de Butte Chaumont, c'est de faire attention aux autres foyers actuellement de djihadisme et qui se développent en France. Voilà, maintenant, est-ce que vraiment ils ont des liens avec la Tunisie, c'est certain, vous savez, actuellement la plaque tournante du terrorisme international, c'est plus la Turquie. Tout le monde transite par la Turquie vers la Syrie. Et là, on compte à peu près, on évalue à 5000 le nombre de djihadistes européens. Et je crois que sur ces 5000, il y a sûrement un élément féminin, comme je l'ai rappelé, parce que moi j'étais à Damas à un moment donné, et je sais qu'il y avait des jeunes filles belges et hollandaises d'origine musulmane qui étaient dans ces écoles musulmanes qui refusaient l'éducation républicaine de leurs pays respectifs. Et est-ce qu'elles préparent des attentats? Alors, sur le modèle des femmes caucasiennes? Alors, il faut voir maintenant si, dans cette population qui a eu cette éducation, on a eu des femmes kamikazes ou on sait qu'il y a des femmes snipers en Syrie qui sont étrangères, qui sont tchétchènes, qui sont européennes, qui sont syriennes. Et il faut peut-être pouvoir prouver que Hayat Boumedienne a passé un moment en Syrie dans une école islamique. Pour le moment, personne n'en a parlé. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que toute la presse
n'a pas évoqué ce problème d'école pour les jeunes filles. Hein. Et ça, c'est important. Je crois que c'est une donnée très importante. Oui, tout à fait. Bassam Tahan, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le monde, au sens univers du terrorisme, est un petit monde et qu'il n'est pas si difficile que cela, malgré la complexité apparente, de le pénétrer. Or, à ce sujet, je voudrais retenir, concernant l'état du renseignement français, je voudrais retenir la première conférence de presse du ministre de l'Intérieur Cazeneuve, le 8 au soir de l'attentat de Montrouge, où Koulibaly a assassiné une policière. Il a déclaré devant la presse qu'il n'y avait aucun lien entre l'attentat de Montrouge le 8 janvier et celui de Charlie Hebdo la veille. Que pensez-vous de cette affirmation du ministre de l'Intérieur et de l'état du renseignement français concernant donc le monde du djihad et du terrorisme? Oui, je crois d'abord bon, qu'il était peut-être mal renseigné, tout simplement, et d'une. Et de deux, c'est qu'il ne voulait pas affoler la population française, que c'est un réseau très complexe et qui sont, il me semble. Hein. Maintenant, moi, je vais vous dire, quand j'ai entendu l'attentat de Charlie, tout de suite, j'ai appelé un média d'information en leur disant que c'était sûrement des islamistes, alors qu'on n'avait pas encore montré la vidéo où les frères Kouachi criaient on a vengé le prophète et Allahu Akbar. Et c'est peut-être pour cela qu'ils m'ont rappelé, hein, ce média, pour en parler, parce qu'ils avaient vu que j'avais deviné 1 heure à l'avance que c'était des islamistes, c'était signé tel que ça. Surtout qu'on savait que Charlie Hebdo était menacé depuis des années. D'ailleurs là, on revient à la pensée d'Alain Bauer que j'avais cité au début. L'important dans les renseignements aujourd'hui, après le 11 septembre, c'est l'élément humain et c'est encore une fois la jonction entre des experts spécialistes du domaine avec les gens qui travaillent sur le terrain. J'entends les gens qui travaillent sur le terrain, nos agents de renseignement, nos policiers, et la preuve en est, c'est que les États-Unis, après le 11 septembre, ont proposé des centaines et centaines de postes pour mener la guerre. Et d'ailleurs, permettez-moi là de dire que les Américains, comme l'a souligné le Washington Post, en disant qu'ils avaient averti les Français que les Kouachi étaient dangereux et que les services secrets français n'ont jamais répondu à cette lettre américaine. Voilà ce qu'a dit le Washington Post, et je veux bien les croire. Alors, il ne suffit pas de dire que nos moyens juridiques en France ne nous permettent pas de les poursuivre. Ça, c'est, je crois, un prétexte et une excuse non valable. Qu'est-ce que ça leur coûtait, les services secrets français, de répondre à la lettre américaine? Que méfiez-vous. Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête sur le cas Kouachi au Yémen. Il se peut que Kouachi ait été au Yémen en 2005 déjà. On est sûr qu'il a été en 2009, puisqu'on a le témoignage du journaliste yéménite. Le même journaliste yéménite a dit qu'il a rencontré Kouachi en 2011. Donc vous voyez déjà, on a 2 rendez-vous sûrs. Donc au moment où Awlaki, donc cet imam américain, avait décidé l'attentat contre Charlie Hebdo qui a été réalisé le 7 janvier. Peut-être, mais vous voyez, Awlaki est mort Juste fin après. 2011. Juste après, oui. Voilà. Alors, on est sûr que celui qui a tenté, n'est-ce pas, l'attentat contre l'avion, le Nigérien Omar Farouk Abdelmotaleb, a vécu dans le même appartement que Saïd, n'est-ce pas, Kouachi, à Sanaa, selon des témoignages, et qu'il fréquentait à l'époque les cours de l'imam, au moins les prêches, voyez-vous.
Ceci dit, Aoulaki a reconnu avoir rencontré le Nigérien. Donc, pour revenir à tout cela, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on va avoir aujourd'hui une connexion entre les vieilles cellules dormantes de l'époque de Buttes-Chaumont avec les nouvelles qui se sont formées et qui ne sont pas à Paris, justement. Ce qui est inquiétant, c'est dans le monde rural français. Regardez les djihadistes, on sait qu'il y a des gens qui viennent de Bretagne et d'autres qui viennent de notre coin, de notre monde rural. Donc il est très difficile de pénétrer toutes ces cellules. Et franchement, il faudrait changer complètement de conception pour démasquer ces cellules dormantes. Ce danger est tout à fait redoutable dans la mesure où il semblerait que l'attentat de Charlie Hebdo ait été réalisé dans un rapprochement justement entre Al-Qaïda dans la péninsule arabique et donc al-Baghdadi, le califat de l'État islamique. J'ai une autre question à vous poser, Bassam Tahan. Il a été révélé que ce Koulibaly n'était pas si inconnu que cela. Il a été médiatisé à l'occasion d'une rencontre avec Sarkozy en 2009, alors que ce Koulibaly était en stage de formation. D'autre part, Alain Boer a déclaré qu'il y avait 2 piles de dossiers le concernant à la PJ, une pile sur des actes de délinquance et une autre pile sur des actes de terrorisme. Vous voyez, permettez-moi là, Oui. il faut se méfier quand on parle de délinquants. Je crois que l'erreur des renseignements, c'est de confiner les délinquants dans la délinquance. Hein? Maintenant, ceux qui fournissent la tranche de population qui fournit ces djihadistes n'est pas forcément délinquante. On a bien vu des djihadistes qui n'étaient pas délinquants du tout, qui étaient des gens récemment convertis à l'islam et qui voulaient faire la guerre sainte, qui avaient été endoctrinés. Par exemple, même quand on revient à ce cas de Charlie Hebdo, on a un infirmier à la Salpêtrière qui avait endoctriné ces gens-là et qui est libre dans la nature. Vous voyez, ce que je veux dire, il y a des djihadistes qui se forment en France, qui d'abord ne sont pas de souche arabe, qui sont des Français, qui ne sont pas délinquants, qui sont néophytes, hein, et c'est cette tranche-là qui annonce la nouvelle orientation des cellules dormantes qu'on va avoir en France, voyez-vous, et cela un peu nous éloigne de tout le problème de la population musulmane, d'origine musulmane, voyez-vous. Aujourd'hui, le phénomène de l'islam en Europe, ce n'est pas uniquement le phénomène des immigrés, c'est pas vrai. Il y a des Français de souche, gaulois, entre guillemets, qui se convertissent et qui agissent. Comment vous expliquer, par exemple, de jeunes filles de 15-16 ans qui vont faire le djihad en Syrie? On a tout autour de Paris, dans les banlieues, des réseaux d'endoctrinement, dans les lycées de jeunes filles. Vous voyez, ces jeunes filles, enfin, je ne veux pas citer de banlieues précises, sont pratiquement mariées, voilées, elles ont 2-3 enfants, elles sont confinées dans la maison, à la maison, pardon, et leur mari fait de la prédication, de la da'wa. Donc, pour mener la guerre, si je puis dire, contre le terrorisme, il faut aller prendre le mal à sa racine. C'est dans l'éducation, dans les lycées, dans nos campagnes, dans les hammams, le contact. Maintenant, n'oublions pas une chose. Je m'inspire de l'histoire musulmane classique. Quel est l'endroit où tous les musulmans du monde peuvent se rencontrer? Dans l'islam classique, où il y a eu des complots,
où il y a eu des assassinats, c'est la Mecque. Vous voyez? Qui nous dit que parmi ces pèlerins, il n'y a pas des gens qui ne vont pas simplement au pèlerinage, comme dans l'islam classique. Je prends un exemple historique. Vous voyez? Quand on a voulu assassiner tel calife, on s'est donné rendez-vous à la Mecque. Et là, c'est facile puisque tout le monde vient au pèlerinage. Comment voulez-vous infiltrer à ce moment-là? Il y a tous les ans 3 millions de musulmans accomplissent le pèlerinage à la Mecque. Vous allez vérifier l'identité de 3 millions de musulmans. Admettez que sur ces 3 millions, il y ait, je ne sais pas, quelques centaines qui se voient là et c'est une occasion en or pour eux pour se contacter. Et vous ne pouvez pas les empêcher d'aller faire le pèlerinage. C'est la force de l'islam et sa faiblesse à la fois. Oui, Bassam Tahan, cette nouvelle génération de terroristes est plus idéologique et moins délinquante que la précédente. Est-ce que le renseignement français et puis aussi ce qu'il faudra bien développer comme propédeutique pour empêcher l'évolution de cet enseignement qui mène vers la radicalité, est-ce que l'on a suffisamment de renseignements sur le lien entre ces lieux de radicalisation théorique ici en France et l'acheminement de ces plus radicaux vers des camps d'entraînement militaire, ceux-là, notamment à la frontière syro-turque. Est-ce que l'on est suffisamment conscient, est-ce que les services spécialisés sont suffisamment conscients et déterminés à s'intéresser à ces filières? Alors vous voyez, là je tire la sonnette d'alarme. Permettez-moi de soulever le problème de notre politique en Syrie. Pour moi, Hollande n'est pas responsable. Moi je dis que le seul responsable dans ce dossier, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Vous me direz pourquoi Hollande n'est pas responsable? C'est un peu, n'est-ce pas, un reste de la monarchie. Le roi est toujours innocent. Bon. Maintenant, pour ce qui est des déclarations de Fabius, c'est énorme quand même. Il a, au lieu de changer de politique après la droite, après Alain Juppé, qui avait reconnu le Conseil national et qui l'avait aidé, le Conseil national syrien, il a continué dans le même sens. Et il a eu la maladresse, à mon sens, de faire des déclarations à l'emporte-pièce contre le président légal de Syrie, qui est Bachar el-Assad. Excusez-moi, Bassam Tahan, vous ne répondez pas précisément à ma question qui portait sur le lien. Oui, je vous en prie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu que des représentants, qu'ils soient du Conseil national syrien ou de la coalition syrienne, allaient à l'Élysée. A-t-on étudié qui sont les gens qui ont été à l'Élysée et à qui le président de la République a donné l'accolade? N'y a-t-il pas parmi ces gens-là des frères musulmans? Donc, qui par exemple? À un moment donné, Muaz al-Khatib, qui était le président de la coalition, est un prédicateur connu en Syrie. C'est un prédicateur de mosquée. D'accord? Avant même l'arrivée de Muaz al-Khatib, dans la délégation, il y avait une personne qui avait une couleur islamiste. Et qui, d'ailleurs, depuis, Hollande ne donne plus l'accolade à ses membres. Je ne l'ai pas vu à la télé. Voyez-vous? Il y a juste Fabius qui donne l'accolade à ces gens-là. D'accord? Mais pas le président. C'est un progrès. Hein? Alors, pourquoi c'est important ce point-là? Donc, on est sûr qu'en soutenant la coalition syrienne, on a soutenu les islamistes de Syrie. Les armes qu'on a données, soi-disant, à l'opposition modérée, sont des armes qui ont été données après aux islamistes. Et on arrive à la réponse à votre question.
C'est-à-dire, si vous donnez votre bénédiction à cette coalition syrienne qui, à 90%, est islamiste, comment voulez-vous, après, n'est-ce pas, pouvoir vous détacher de ces gens-là alors que vous les avez aidés? Si les renseignements français sont intelligents, au contraire, il faudrait, par la connaissance de cette coalition, pouvoir infiltrer tous ces groupes, qu'ils soient en Syrie, en Turquie, au Liban, en Jordanie, parce qu'apparemment la France forme, n'est-ce pas, cette opposition syrienne dans les 4 pays que j'ai cités. Liban, Jordanie, Turquie et en Syrie même, voyez-vous. Alors là aussi, je rappelle que les ex-directeurs des services secrets français se sont tous révoltés contre cette politique française et ne la partageaient pas. Donc est venu le moment où Hollande ne peut plus être innocent dans cette affaire-là. Il a couvert son ministre des Affaires étrangères pendant des années. Là, je crois, avec tout ce que je raconte et ce qui est clair dans les journaux, on ne peut plus donner cette reconnaissance juridique à cette coalition. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement de dire on vous a fait confiance et puis là, bon, ça n'a arrimé à rien? Bassam Tahan, puis-je vous poser une question plus générale? Vous semblez dire que le gouvernement français mène une politique erronée. Le gouvernement français est-il véritablement libre de mener une politique à l'égard du terrorisme, à l'égard de la politique qu'il mène au Moyen-Orient? N'est-il pas tributaire des décisions américaines en la matière et n'a-t-il pas emboîté le pas à certaines pratiques, comme vous l'avez dit, d'utilisation des djihadistes dans le jeu politique que mènent les États-Unis au Moyen-Orient et ailleurs, qu'il avait déjà mené en Afghanistan, en Yougoslavie et dans le Caucase. Et à ce sujet, que pensez-vous des premières déclarations d'Emmanuel Valls, le Premier ministre, qui a réclamé, juste après les attentats, des mesures d'exception? On semblait s'acheminer, alors que tout le monde parlait d'un 11 septembre à la française, on semblait s'acheminer vers un Patriot Act à la française, justement, s'inscrivant dans cette guerre contre le terrorisme, expression qu'a utilisée Emmanuel Valls hier devant l'Assemblée nationale. Guerre contre le terrorisme menée par les Américains, déclarations qui ont abouti dans un premier temps sur des mesures exceptionnelles, comme il a dit, pour corriger un peu le tir de ces premières déclarations. Que pensez-vous des premières mesures qui ont été prises, notamment du contrôle d'Internet, du contrôle des sorties du territoire? Oui. Le volet, d'abord, est-ce qu'il y a une influence américaine sur la politique française? Je vous dirais oui et non. Le oui, c'est qu'il fallait jouer le jeu américain et reconnaître la coalition syrienne qui a été imposée. C'est Clinton, Madame Clinton qui a imposé la coalition, et qui a poussé la France à la reconnaître. Alors maintenant, nous, peut-être, par excès de zèle, on a voulu aller plus loin. Et c'était un fiasco. C'est quand on a voulu intervenir et pousser les États-Unis à intervenir en Syrie avec tout ce dossier mal ficelé d'armes chimiques. Alors que maintenant, on sait que ce n'est pas l'armée syrienne qui a utilisé le chimique. Selon les déclarations, n'est-ce pas, même des Nations Unies ou de l'émissaire algérien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une surenchère, le gouvernement français et Fabius en premier lieu, sûrement, voulant se montrer plus américain que les Américains? Oui, non, mais ça c'est... je ne comprends pas l'attitude, ou je la comprends trop bien, l'attitude de Fabius. Jusqu'à maintenant, il ne veut pas reconnaître son erreur. Et il entraîne le gouvernement socialiste là-dedans. Valls a été là plus nuancé. Et on voit qu'il se détache de plus en plus de la ligne de Fabius. Pourquoi?
Parce que Valls, au début, a soutenu Fabius. Il a dit, je me souviens d'une de ses déclarations, je ne peux pas empêcher les gens laïcs d'aller en Syrie pour renverser un dictateur. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, parce que ceux qui allaient n'étaient pas laïcs, et ceux qui allaient, c'était des djihadistes. Passons. Mais regardez maintenant, quand on a vu le résultat de tout cela, on s'est rendu compte qu'on s'est fait avoir par la Turquie, que notre politique ne convainc plus les Français, qu'il n'y a pas de bons djihadistes en Syrie et de mauvais en Afrique. Vous voyez? Et là, je crois que Valls est en train de changer de fusil d'épaule, de corriger le tir. Et cette ouverture, cette insistance sur les renseignements prouve bien qu'il reconnaît plus ou moins l'erreur dans laquelle est tombé le gouvernement socialiste. Poussé. Là, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous voyez, je crois que l'erreur du président de la République, c'était d'avoir suivi la logique du Parti socialiste plus que la logique tout court. Sachant que Fabius était un poids lourd, n'est-ce pas, du socialisme et du Parti socialiste, il ne pouvait pas ne pas le suivre. C'est-à-dire, une autre manière de poser la question, qu'était Valls, notre Premier ministre actuel, quand Fabius était le Premier ministre en France? Qu'est-ce qu'il était au niveau du Parti socialiste, ou même au niveau de son âge, quoi? C'était un jeune. Un grand ami d'Alain Boer, notamment. Oui, mais un jeune, voyez-vous, ça vous explique, à mon sens, notre malaise vient du malaise du Parti socialiste et des relations. C'est le fait que Fabius ait rempli des fonctions très importantes dans l'histoire et qu'il a convaincu le président de la République que c'était la bonne politique et c'est là où tout le monde s'est trompé. Je ne veux pas trouver d'excuses à Fabius. Tout le monde s'est trompé. Pourquoi? Tout le monde a cru à la chute imminente d'Assad. Je n'arrêtais pas de répéter qu'Assad ne tomberait pas. Et je ne me suis pas planté. Bien, refermons cette parenthèse sur les dissensions internes au Parti socialiste. Bassam Tahan, ce matin, le Canard enchaîné, deuxième grand titre satirique français, je dirais le Canard enchaîné plus dans l'esprit français que Charlie Hebdo, qui était plus dans l'esprit 68. Le Canard enchaîné donc, a reçu des menaces ce matin, selon lesquelles les journalistes de ce journal allaient être découpés à la hache. Que pensez-vous de cette menace arrivée par mail au journal? S'achemine-t-on vers une guerre systématique contre la presse et les intellectuels français? Sûrement, sûrement. Je vous dirais, c'est pas simplement le Canard enchaîné. Beaucoup d'intellectuels français reçoivent des menaces. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, si vous parlez des frères musulmans, vous voyez les commentaires sur le net, c'est tout le temps des menaces. Tel, on va te casser la gueule, tel, tu verras, il faut voir. On ne surveille pas assez les sites salafistes en France. Ceci dit, il y a une islamophobie en France? Oui, il y a une islamophobie. Mais surveiller les sites internet et qui menacent, il n'y a pas que, je vous dis, il y a un nombre, il suffit que vous disiez des vérités sur le terrorisme islamique pour avoir une série de commentaires de menaces. Moi-même, j'en ai eu sur mes interventions, mais franchement, je prends ça à la légère. Ça peut être tout simplement des gens mécontents, idéologisés. Oui. Mais est-ce qu'il y a un vrai danger? Bien sûr qu'il y a un vrai danger. Et là, les services secrets n'ont pas fait, franchement, leur boulot dans la surveillance du net. Maintenant, vous me direz combien il faut d'employés pour surveiller tout cela. Mais ce n'est pas mon problème. La question que vous venez de soulever à propos de l'islamophobie, c'est celle de la distinction nécessaire entre islamisme et islam, qu'a faite, je crois, Valls hier dans son discours à l'Assemblée nationale. Il a justifié les mesures nécessaires à prendre, il a qualifié ça de guerre, c'est peut-être un peu excessif.
les mesures nécessaires à prendre pour lutter contre l'islamisme. Oui, mais vous voyez, le terme islamisme nous vient de l'anglais. Hein. Islamisme, ça désigne l'islam politique. Or, justement, l'erreur française, c'est que nous, jusqu'à maintenant, on soutient plus ou moins l'islam politique. Je vais vous donner un exemple. Oubliez la Syrie. On a étudié la Syrie. Prenez l'Égypte. Hein. Sisi mène une guerre sans merci aux frères musulmans. Jusqu'à maintenant, notre attitude vis-à-vis de l'Égypte n'est pas si amicale, n'est pas si ouverte. Alors que c'est quelqu'un qui, bien avant Valls, il y a 2 semaines, a dit devant les cheikhs d'Al-Azhar, les grands dignitaires de l'islam sunnite, je veux une révolution de la pensée religieuse. Et le jour du jugement dernier, je vous reverrai et je demanderai justice à Dieu. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Voyez-vous? Donc, on ne peut pas, nous, Français, continuer cette politique ambiguë vis-à-vis de l'islamisme. Et là, je crois, ce qui s'est passé à Charlie a poussé peut-être à ce que les œillères tombent chez les hauts responsables socialistes et à voir le véritable danger de cette politique ambiguë. Et j'espère que ça va nous pousser également à coopérer de nouveau avec la Syrie. J'ai pas peur de le dire. Le président Assad, dans sa réelle, si on veut être réel politique, d'ailleurs là permettez-moi de faire une allusion à El-Kabash et Fabius, quand Jean-Pierre El-Kabash a suggéré ça à Fabius dans un entretien, Fabius a ironisé que comme quoi, El-Kabash, de quoi tu te mêles, hein? Il y avait un orgueil sans limite de la part de Fabius que lui est le ministre, il comprend tout ça. Ben, vous savez, Jean-Pierre El-Kabash lui a suggéré pourquoi ne pas, plus ou moins, coopérer avec Assad, puisqu'il mène une guerre contre Al-Qaïda. Fabius lui répond que non, pas tellement. Je vous dis, le nombre de sorties aériennes contre l'État islamique mené par l'armée syrienne dépasse, en Syrie j'entends, le nombre de sorties, de raids de toute la coalition occidentale contre l'État islamique. Bassam Tahan, il faut espérer une réorientation de la politique française, mais concernant l'Égypte que vous évoquiez tout à l'heure, la France, dans son ambiguïté, rejoint l'opposition américaine au nouveau pouvoir au Caire et l'appui qu'avaient donné les Américains au pouvoir des frères musulmans. J'ai une dernière question à vous poser, une question technique, Bassam Tahan. On sait très bien que dans la lutte contre le terrorisme, l'on utilise des agents qui sont souvent des agents doubles, des terroristes pouvant appointer dans les services et des gens des services pouvant infiltrer les réseaux. C'est un sujet très grave et très sensible, dont il faut peut-être d'ailleurs éviter de parler, mais est-ce que l'on est suffisamment conscient de tout cela, notamment dans la presse, quand on parle de ces sujets? Vous savez, moi je proposerai au ministre de l'Intérieur, s'il peut m'écouter, en France, nous avons de 5 à 7 millions de musulmans. D'accord? 5 à 7 musulmans qui viennent d'où? Du Proche-Orient, oui, du Maghreb, de l'Afrique noire, subsaharienne. Donc, on a tous les outils linguistiques, sociologiques, pour comprendre ces phénomènes-là. Nous devrions, nous, Français, exporter des experts en islam et de lutte antiterroriste. Mais c'est que, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas cette connexion entre les penseurs français qui réfléchissent à cela et l'exécutif français. Là, effectivement, l'exécutif a bien fonctionné à propos de cet attentat de Charlie Hebdo. J'espère que l'exécutif comprendra enfin qu'il
il a là un trésor. Cette population musulmane, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de musulmans qui ne vivent pas dans un pays musulman. C'est nouveau pour la France, c'est nouveau pour l'Europe. Nous sommes le pays européen qui a le plus de musulmans. Alors là, il faudrait savoir exploiter et intégrer. Peut-être que c'est une occasion, au lieu de dire nous ne sommes pas contre l'islam, de trouver du véritable travail à ces gens-là et de les exporter même aux États-Unis, pourquoi pas. Nous sommes bien placés pour cela. Et je rappelle que là, je suis fier de savoir qu'il y a un enseignement d'arabe en France qui remonte à François Ier, 1538, le traducteur de François Ier. Les Languedoc ont formé des arabisants pendant 2 siècles au moins. C'est eux qui ont formé l'école néo-grammairienne des Allemands. Sylvestre de Sacy, tout cela, ce sont de grands noms de l'orientalisme. Massignon pour l'islam sunnisme, Corbin pour l'islam chiite, et j'en passe. Laouste au Collège de France concernant tous les schismes de l'islam. Non, vous savez, on n'est pas digne de cette histoire française glorieuse de connaissance de l'islam et du monde arabe. J'espère que par cet attentat, on rétablisse les ponts et qu'on puisse utiliser nos jeunes Français, qu'ils soient d'origine gauloise ou pas, dans ce domaine-là. La France a des capacités intellectuelles dans ses universités arabisantes, aux langues orientales, et j'en passe. Vivement que l'exécutif nous entende. Merci Bassam Tahan, nous allons terminer sur cette note positive. Merci Frédéric Saillot, merci à votre agence et à une prochaine fois. À bientôt.